Et re-salut, on est donc parti pour la partie 2 des tumeurs intracrâniennes. Cette fois-ci, on va parler des tumeurs bénignes comme prévu. Allez, la partie 1, c'était sur les tumeurs malignes. On avait parlé la semaine dernière, ça parlait des lésions gliales et des métastases. C'était vraiment les plus fréquents, mais aussi les plus graves. Maintenant, on va parler de moins fréquents, beaucoup plus de types histologiques différents, moins graves. Mais bon, vous devez aussi savoir, ils sont dans le collège de neurochirurgie. Ça tient sur un paragraphe chacun en moyenne, donc on ne va pas s'attarder trop dessus. Allez, les adénomes hypophysaires, ça c'est quelque chose que je vais être très bref, vous le verrez surtout en endocrinologie. Je vais vous parler de la partie neurochirurgicale. Bon, déjà c'est la lésion supracéllaire la plus fréquente de l'adulte. Chez l'enfant, c'est plutôt le crânio-pharyngium. Ce sont vraiment les deux lésions supracéllaires qui sont à connaître. Comment ça se révèle ? Deux types de symptômes particuliers. Les troubles endocriniens, que ce soit par un manque de sécrétion, les adénomes non sécrétants, ou par une hypersécrétion, les adénomes sécrétants. Et les troubles visuels, étant donné que juste au-dessus, il y a le chiasma optique. Et donc le trouble visuel le plus classique, c'est l'hémianopsie bitemporale. Autre mode de révélation, celui-ci par contre il est grave et il est urgent, c'est l'apoplexie hypophysaire. Ça se révèle par des céphalées brutales, des vomissements et des troubles de l'acuité visuelle. C'est vraiment une urgence thérapeutique. Ça correspond à un infarctus hémorragique de l'adénome hypophysaire. Le traitement de l'adénome, si c'est un microadénome ou un macroadénome, c'est pas la même chose. Un macroadénome, c'est un adénome hypophysaire qui est assez gros pour entraîner des troubles visuels justement, ou alors une hypertension intracrânienne si ça va comprimer au-dessus les ventricules et donc entraîner une hydrocéphalie. Si c'est un microadénome ou un macroadénome à prolactine, il y a un traitement médical qui peut être fait. Par contre, si c'est un macroadénome tout court, là il va falloir passer à la chirurgie. Et voici donc un adénome hypophysaire sur un petit gif que je me suis fait chier à vous faire. Bon. Alors ici on voit le sinus sphénoïde. Juste au-dessus on a tout ce qui est supracéllaire. L'adénome il est là. C'est tout ce truc là qui est en hypersignal sur cette séquence qui est T2. On voit ici en noir ici la carotide interne à droite qui se divise là en cérébrale moyenne ici qui passe dans la vallée sylvienne, donc qui délimite au-dessus le lobe frontal, en dessous le lobe temporal, et de l'autre côté l'artère cérébrale antérieure ici qui rejoint sa copine là pour faire l'artère communicante antérieure et qui remonte le long de la faute du cerveau, tout le tractus optique. Donc on voit les nerfs optiques ici à droite qui rejoint là et voilà le chiasma optique. Là on voit que l'adénome hypophysaire n'appuie pas sur le chiasma optique. D'autres images, cette fois-ci c'est pas animé, il n'y en a pas beaucoup. On voit donc sur la coupe coronale ici un adénome hypophysaire à côté de la carotide interne à droite qui n'est pas en contact avec le chiasma optique. De l'autre côté, sur cette coupe sagittale, on retrouve donc au niveau de la selle turcique qui est au-dessus du sinus sphénoïde. Au niveau, c'est donc la loge supracéllaire, cet adénome hypophysaire qui est en dessous du chiasma optique. Sur cette séquence T2, on voit donc cet adénome, c'est un macroadénome hypophysaire, il est plus gros et on voit ici que le chiasme optique est refoulé, il est écrasé. Maintenant, les crânio-pharyngiomes, c'est le deuxième type de tumeur supracéllaire que vous devez connaître. C'est plus souvent chez l'enfant que chez l'adulte, même si vous en trouverez chez l'adulte. C'est une tumeur embryonnaire qui dépend de la poche de Rathke. La poche de Rathke, c'est ça. C'est ce petit truc orange ici, c'est vraiment le reliquat embryonnaire qui va permettre de développer l'antéhypophyse que vous voyez ici. La post-hypophyse dépend donc embryologiquement parlant de tout ce qui est neurologique que vous voyez en bleu. Le crânio-pharyngium, mode de révélation, c'est pareil que l'adénome hypophysaire, mais il n'y a pas cette histoire d'apoplexie. D'ailleurs, les troubles endocriniens, c'est souvent un hypopituitarisme. Le crânio-pharyngium n'est pas quelque chose de sécrétant, donc on a souvent un tableau d'absence d'hormones thyroïdiennes. Et classiquement, le dossier que vous croiserez très certainement, c'est l'enfant avec son retard pubertaire, son retard de croissance, plus ou moins une symptomatologie d'hypertension intracrânienne, et lors du bilan, une imagerie cérébrale peut retrouver, surprise, un crânio-pharyngium, d'autant plus s'il a des troubles visuels, toujours la même hémianopsie bitemporale. Le traitement, c'est chirurgical, et par contre, on peut faire une radiothérapie locale, ça dépend. L'hormonothérapie substitutive, c'est vu qu'il n'y a plus d'hormones parce que hypopituitarisme, il faut lui redonner les hormones qui manquent, classique. C'est parti, donc là c'est juste une image pour vous montrer. On voit ici le crânio-pharyngium qui est là, on voit bien sa partie qui est à la fois charnue et kystique, c'est un gros bordel au niveau de la loge supracéllaire.
Les méningiomes, et ça c'est vraiment le truc le plus important je pense en neurochirurgie dans les tumeurs bénignes, c'est vraiment le plus fréquent des tumeurs bénignes intracrâniennes et tumeurs bénignes intracrâniennes et aussi extracérébrales, donc ça je vous le verrai super bien sur les imageries. Le terrain ça touche plus souvent la femme que l'homme pour des raisons hormonales, souvent à plus de 60 ans. Oui je sais les femmes plus de 60 ans ont moins d'hormones sexuelles que les hommes, que les jeunes, mais bon c'est comme ça, c'est le temps que ça se développe. Imprégnation hormonale, il y a aussi quelque chose qu'il y a à savoir, c'est la pilule. Il y a certains types de pilules comme l'androcure qui est très souvent retrouvé dans les méningiomes très évolutifs, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, d'autant plus s'ils sont jeunes. Donc arrêtez ce traitement-là. La radiothérapie, oui, peut entraîner des méningiomes. La radiothérapie au niveau intracrânien qui peut entraîner des méningiomes, il n'y en a plus trop ces temps-ci. Mais avant, ça existait. Exemple, pour le traitement de la teigne chez l'enfant, il n'y avait pas tous les traitements qu'on avait avant et on faisait de la radiothérapie sur le crâne des enfants. Et maintenant, surprise, on voit les méningiomes de ces gens-là. Comment ça se révèle? Un peu comme les tumeurs intracérébrales malignes, un déficit focal parce que le cerveau est comprimé, donc ça ne fonctionne plus dans cette zone-là. Une hypertension intracrânienne, pareil, quelque chose qui pousse dans le cerveau. Crise d'épilepsie parce que si ça appuie sur le cerveau, ça peut l'endommager et donc l'irriter, le titiller et hop, l'épilepsie. Et découverte fortuite, ça c'est très fréquent par contre. Découverte fortuite, le plus classique, c'est bilan de céphalée, bilan de malaise, bilan de vertige, bilan d'acouphène. Ça arrive souvent. À quoi ça ressemble sur l'IRM? Et ça, c'est aussi un grand classique, des mots-clés que vous devez connaître. Déjà, c'est une lésion extra-axiale. Extra-axiale, ça veut dire extra-parenchymateuse. C'est accolé à la dure mère. Vous verrez sur toutes les images que je vais vous montrer, il y a toujours la dure mère quelque part qui est accrochée à ce méningiome. Méningiome qui est une tumeur qui vient des méninges et donc au dépend de ces enveloppes, la dure mère, l'arachnoïde. Ça refoule le parenchyme cérébral, ses limites sont nettes, c'est quelque chose qui est isotéen, donc ça se confond avec le parenchyme cérébral sur une séquence d'ondes injectée, mais quand on l'injecte, il y a une prise de contraste qui est homogène, tout est blanc. Et parfois, lorsque cette lésion-là est dangereuse, il y a différents stades, bon ça vous ne devez pas le savoir, mais il y a des méningiomes plus agressifs que d'autres, ça peut entraîner de l'œdème autour de l'œdème périlésionnel, ça peut être infiltratif, mais de base, c'est pas censé l'être. Le traitement, comment est-ce qu'on soigne un méningiome? Si c'est un gros méningiome, que ça appuie sur le cerveau, que ça entraîne la crise d'épilepsie, qu'il y a de l'œdème, il va falloir l'opérer. Si c'est un tout petit méningiome à la con, qui est dans son coin, d'autant plus s'il est calcifié chez quelqu'un de vieux, voilà, on s'en fout quoi. Plus ou moins de la radiothérapie si le méningiome est dangereux, s'il est de haut grade. Mais ça c'est l'anapathe qui permet de le dire. Et voici donc plein de méningiomes. Enfin, pour le coup, il y en a un, là c'est un méningiome qu'on voit ici, c'est une IRM T1 en séquence d'ondes injectée, on voit que c'est iso-T1 au niveau temporo-polaire droit. Et là, surprise, injection, paf, c'est tout blanc. Allez, d'autres méningiomes. Un gros méningiome ici, on voit bien que c'est accolé à la dure mère. Un autre ici, bien accolé. Là, on voit super bien que c'est extra-axial, ça refoule le parenchyme cérébral. Et là, il y a un bel engagement sous-falcoriel. Ça, c'est un petit méningiome frontal gauche. Celui-là, il est aussi accolé à la dure mère. Il est accolé à la faux du cerveau. Ici, c'est un méningiome qui est au niveau de la loge supracellaire. On pourrait penser à adénome. Non, c'est un méningiome. Vous voyez bien la prise de contraste qui est bien homogène partout, les limites qui sont nettes, qui est accolée ici, à la dure mère. Méningiome classique ici. Voilà, encore un méningiome, celui-ci, il est sphénoïdal gauche, donc il englobe ici la carotide, il est beaucoup plus dur à opérer. D'ailleurs, on voit un hyposignal ici, T1, qui correspond à de l'œdème périlésionnel, lui il est méchant. Un méningiome ici, au niveau du cervelet, à gauche. Et là, il y a plein de méningiomes, une méningiomatose. D'ailleurs, les méningiomatoses, on peut les retrouver dans quelques cadres génétiques comme la neurofibromatose de type 1 ou de type 2, la type 1 qui est aussi appelée maladie de von Recklinghausen, voilà, super accent allemand, que vous retrouvez surtout pour tout ce qui est neuridome, donc juste après. Ça, c'est un gros méningiome qui a entraîné de gros troubles du comportement, un beau syndrome frontal chez cette patiente. Maintenant, après avoir vu tous ces méningiomes en pagaille, on va parler des neuridomes. Alors les neuridomes, le synonyme c'est schwannome. Le grand classique, et je vais vous parler que de ça, je pense pas qu'on vous parle d'autres neuridomes, sauf peut-être les neuridomes au niveau de la moelle épinière, parce qu'ils peuvent y en avoir aussi. Les neuridomes de l'acoustique. Neuridomes de l'acoustique, autrement appelé schwannome vestibulaire. Ça dépend du nerf 8. D'ailleurs, les neuridomes, c'est une tumeur qui se développe aux dépens des cellules de la gaine de Schwann. C'est pour ça qu'on les appelle schwannomes. Cette fameuse gaine de myéline permet d'accélérer l'influx nerveux. Le seul facteur de risque que vous pouvez retenir, ce sont les neurofibromatoses. Donc cette maladie génétique, il y en a deux. Il y a la neurofibromatose de type 1, la maladie de von Recklinghausen, et la neurofibromatose de type 2. Comment ça se découvre? Donc le neurium de l'acoustique, tous ces mots-clés-là sont méga importants. Donc
donc c'est une hypoacousie, donc baisse de l'audition, de perception parce que c'est pas de transmission, là on est dans l'intracrânien, unilatérale parce que ça touche un seul côté et pas l'autre, d'apparition progressive. Le temps que cette tumeur-là grandisse. Si on n'aurait pas mis unilatéral, qu'on aurait mis bilatéral, là, le grand classique, c'est l'hypoacousie de perception de pression progressive du sujet âgé, la presbyacousie. Donc là, si on est devant ce tableau-là unilatéral, il faut faire une IRM cérébrale. Les examens complémentaires, généralement, c'est l'ORL qui voit le patient en premier, qui fait son audiométrie et qui retrouve cette hypoacousie de perception unilatérale et qui va donc demander une IRM cérébrale centrée sur l'angle ponto-cérébelleux, le condyle auditif interne, et qui retrouve donc ça et qui nous l'envoie en consultation. Sur l'IRM, c'est donc quelque chose, une lésion qui est extra-axiale, c'est pas intraparenchymateuse, de l'angle ponto-cérébelleux, vous le verrez sur les images, qui est centré sur le paquet acoustico-facial. Le paquet acoustico-facial, c'est le nerf 7 et le nerf 8 qui sont côte à côte et qui prend le contraste. Comment est-ce qu'on le prend en charge? Soit on le surveille, c'est tout petit et peu symptomatique, sinon ça peut s'opérer. D'ailleurs, quand ça s'opère, on détruit l'audition en opérant ici. Donc on opère généralement ce qui a déjà entraîné une hypoacousie suffisamment importante pour qu'on puisse se permettre d'aller la détruire derrière. Mais il y a aussi la radiochirurgie. La radiochirurgie, c'est quelque chose qui se fait dans très peu de centres, qui est bien efficace et c'est vraiment un traitement chirurgical par des rayons, c'est rapide, il y a peu d'effets secondaires, c'est un traitement de longue durée et vous n'avez pas besoin de vous étendre sur ça, vous le verrez pas pour les ECN je pense. Par contre, le traitement chirurgical il est assez chaud, il dure quasiment toute une journée, c'est pas anodin du tout. Voici donc plein de neurinomes. Donc là vous avez un joli petit neurinome de l'angle ponto-cérébelleux à droite et vous voyez ici qu'il est centré sur le paquet acoustico-facial à droite. Et on peut le retrouver ici à gauche, l'angle ponto-cérébelleux et le paquet acoustico-facial. Ici on en voit un autre plus gros. Ici encore plus gros du côté gauche et vous voyez toujours que c'est centré au niveau de ce paquet acoustico-facial. Et celui-ci, il est vilain. Allez, maintenant l'hémangioblastom. Donc autant la tumeur elle-même, vous en foutez un peu pour les ECN, autant tout ce qui est la partie génétique, ça peut faire un très beau dossier que vous pouvez croiser. L'hémangioblastom, donc ça peut apparaître de façon sporadique, sinon dans le cas d'une maladie génétique, et pas n'importe laquelle, la maladie de von Hippel-Lindau, VHL. Cet hémangioblastom peut entraîner différents symptômes. Déjà, il se trouve au niveau du cervelet, donc entraîne un syndrome cérébelleux, généralement dynamique, cinétique, vu que c'est un lobe cérébelleux et non pas au niveau vermien, qui entraînerait un syndrome cérébelleux statique. Ça peut entraîner une hypertension intracrânienne, parce que qui dit tumeur de fosse postérieure dit potentielle compression du quatrième ventricule et de l'aqueduc du sulcus, et donc hydrocéphalie aiguë. Et on peut aussi le retrouver sur un bilan de polyglobulie. Et ça, il faut le savoir, l'hémangioblastom cérébelleux peut sécréter du facteur de croissance vasculaire et donc entraîner une polyglobulie. Les examens complémentaires, déjà il faut diagnostiquer l'hémangioblastom, donc faire l'IRM cérébrale, mais aussi dès qu'on a trouvé l'hémangioblastom sur cette IRM, quelque chose qui y ressemble, il faut faire un bilan d'extension pour rechercher cette fameuse maladie de von Hippel-Lindau. Donc bilan d'extension, il y a le fond d'œil qui retrouvera des hémangiomes rétiniens et le scanner thoraco-abdominopelvien. Et ça c'est méga important parce que dans la maladie de von Hippel-Lindau, il peut y avoir un cancer à cellules claires rénales, mais aussi un phéochromocytome. Et si on opère un hémangioblastome en passant à côté d'un phéochromocytome, le patient peut mourir sur la table d'opération et ça c'est pas très sympa. L'IRM, à quoi ça ressemble? C'est quelque chose qui est en fosse postérieure, s'il y a une portion qui est charnue, une portion qui est kystique, et ça peut se compliquer en hydrocéphalie, et le traitement est bien sûr chirurgical. Et ça ressemble donc à ça, tout simplement, une portion qui est charnue ici, une portion qui est kystique en regard. Là c'est juste une coupe, mais sur d'autres coupes, la portion kystique est beaucoup plus grosse. Là cette patiente, elle n'avait pas de compression du quatrième ventricule ni quoi que ce soit, donc on n'était pas dans l'urgence. Les cavernomes maintenant, c'est pas vraiment des tumeurs, mais c'est décrit dans l'item tumeur intracrânienne, donc j'en parle très rapidement. C'est une pseudo-tumeur cérébrale d'origine embryonnaire. On peut aussi parler d'amartome. Une forme génétique peut entraîner une cavernomatose, donc plein de cavernomes partout. Les cavernomes, le grand classique, c'est découverte fortuite. Et on retrouve ce petit truc, mais sinon, ça peut se compliquer en deux choses. Déjà, crise d'épilepsie, et sinon, hémorragie cérébrale. Donc s'il y a l'un ou l'autre, on peut être amené à les opérer. Voici donc à quoi ça ressemble. Là c'est une IRM en séquence T2 écho de gradient, autrement appelé T2 étoile, qui est très sensible pour tout ce qui est hémorragique.
Et on retrouve donc cette petite lésion qui est très suspecte de cavernome, qui a un aspect qui est décrit dans les bouquins comme en popcorn. On va terminer par les kystes colloïdes. Les kystes colloïdes, c'est un kyste, donc c'est une tumeur qui est vraiment bénigne, une tumeur à la con qui évolue quasiment pas, qui est rare et qui se situe au niveau intraventriculaire. Au niveau, parce que colloïde, plexus choroïde, intraventriculaire, tout ça. Généralement le troisième ventricule. Très classiquement, c'est découvert fortuite. Cependant, ces patients, il ne faut pas les perdre de vue, surtout pas, parce que ça peut se compliquer. Déjà, complication qui n'est pas forcément très grave, ce sont les troubles cognitifs, parce que ce kyste colloïde au niveau du troisième ventricule, juste devant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le pilier antérieur du corps calleux. Mais aussi la deuxième complication qui est pas anodine du tout, c'est le décès. Parce que ce petit truc à la con peut entraîner une hydrocéphalie aiguë non communicante en allant boucher les foramen interventriculaires. Donc il ne faut pas les perdre de vue. Les petits comme celui-ci, on les opère pas, on les surveille. Là, le kyste colloïde, il est juste là, comme vous voyez, il est tout petit, au niveau du troisième ventricule. Par contre, les gros comme celui-ci, on peut être amené à les opérer. Celui-ci, on voit que ça commence à faire dilater le troisième ventricule. Donc même si c'est une tumeur bénigne, sa localisation fait qu'il peut être dangereuse pour le patient. Donc voilà, on a vu quasiment toutes les tumeurs intracrâniennes. Alors rien que ça suffit pour connaître tout ce dont vous avez besoin de connaître pour les ECN. Franchement, sur le bouquin de neurochirurgie, ils vont plus loin. Ils parlent aussi des tumeurs de l'enfant. D'ailleurs, l'item tumeur de l'enfant, il est énorme dans ce bouquin. Il n'y a pas grand-chose à savoir au final. J'espère que vous avez bien compris tout ça et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour le reste de vos révisions et pour les ECN. Allez, à la prochaine pour une nouvelle ConfTube et bon courage aussi pour les QCM que je vous donne. Allez, ciao.